Bonsoir l'économie, c'est parti pour ce soir, mesdames et messieurs. Bienvenue à votre magazine. 30 juin 1960, 30 juin 2022, jour pour jour, 70 ans depuis que la République démocratique du Congo a accédé à son indépendance. Alors, dans cette émission, nous allons essayer un peu de nous intéresser sur le plan économique après 62 ans d'anniversaire ou 62 ans après l'indépendance. Qu'est-ce que la RDC a fait de son économie? Quel bilan à faire après ces 62 années? Comment est-ce que les Congolais eux-mêmes ont géré leur entreprises publiques? Et comment trouvez-vous la gestion de ces entreprises? Comment trouvez-vous l'héritage laissé par les colons belges aux Congolais? Qu'est-ce que les Congolais en ont fait? Ces questions auront leurs solutions ou seront développées au cours de cette émission. Nous allons en parler avec Maître Vincent Kayembe. Maître Vincent Kayembe, il est avocat et puis coordonnateur provincial de la Commission nationale des droits de l'homme du Kasaï central. Maître Vincent Kayembe, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Et bienvenue dans cette émission. Je suis heureux de participer à cette émission comme invité. Et je voudrais saisir la balle au bon pour pouvoir dire merci à tous ceux qui travaillent ici. Je crois que par la magie des ondes, on arrive quand même à atteindre les coins et les recoins de la province de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, vous l'avez suivi. À vous également, bienvenue. Je le disais tantôt, la RDC a accédé à son indépendance en 1960. C'était le 30 juin. Et après 62 ans aujourd'hui, qu'est-ce que nous retenons de l'indépendance économique du pays? Qu'est-ce que les colons belges nous ont laissé? Et qu'est-ce que les Congolais ont fait de leur héritage économique? Nous en parlons dans cette émission. Maître Vincent, vous êtes avocat et puis vous vous intéressez aux questions économiques au pays de Lumumba. 62 ans après l'accession de la RDC à l'indépendance, quel bilan faire de la situation sur le plan économique? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je voudrais à cette occasion souhaiter joyeuse fête, bonne fête d'indépendance à tous les Congolais. Je crois que lorsqu'on parle de 62 ans, quand quelqu'un est âgé de 62 ans, c'est qu'il est déjà majeur. C'est qu'effectivement, il a eu des enfants. Plus loin, il peut avoir des petits-fils. C'est quelqu'un qui, de par son expérience, a pu travailler pour le bien de son pays. S'il faut parler du bilan en ce qui concerne l'indépendance, laissez-moi vous dire, monsieur le journaliste, que notre pays, dans sa marche, a connu des hauts et des bas. Les moments de bonheur, tout comme le moment des malheurs. Mais dans la plupart des cas, avant même d'accéder à l'indépendance, et je voudrais moi-même apaisantir sur quelques moments. Vous savez, avant l'indépendance, vous prenez la période allant de 1885 à 1908, de 1908 jusqu'à 1960, de 1960 à 1965, de 1965, je peux aller plus loin jusqu'à 1990, de 1990 jusqu'à 1997, de 1997 jusqu'à 2003, et de 2003 jusqu'à 2006, de 2006 jusqu'à nos jours. Alors, si nous allons nous situer dans l'espace, dans le temps, nous allons comprendre en ces moments-là qu'il y a eu des points positifs et aussi des points négatifs en ce qui concerne le bilan sur le plan purement économique. Mais s'il faut aborder la question en lien avec l'économie de notre pays, je vais vous dire que les soubresauts politiques que nous avons connus, les mouvements que nous avons connus sur le plan politique, toutes ces mutations que nous avons connues, ces mutations politiques ont eu un impact négatif aussi sur l'économie de notre pays. En d'autres termes, on ne peut pas parler d'économie d'un pays sans évoquer aussi les bouleversements politiques que nous avons connus. Tout à fait. Ça veut dire quoi en d'autres termes? Lorsque nous avons accédé à l'indépendance sur le plan purement politique, il y a des Congolais qui s'étaient engagés. Vous avez aujourd'hui Lumumba qui avait prononcé un bon discours pour juste montrer à la Belgique que nous pouvons être traités de la même manière. C'est ça l'égalité, le principe d'égalité. Avec la liberté, l'autonomie aussi, nous pouvons définir notre propre système politique, nous pouvons aussi définir notre propre système économique. Il avait démontré, c'est ça même l'idée de l'indépendance. Donc, nous quittons le joug colonial
pour pouvoir acquérir notre autonomie, même l'autonomie économique. Et là, je vais dire que vers 1960, c'est vrai que l'économie congolaise était florissante. Mais ce que nous avons déploré, c'est que les Belges n'avaient pas pris le temps de pouvoir former les Congolais qui devraient, après l'indépendance, prendre la relève. C'est qu'en d'autres termes, il y avait des domaines très intéressants, mais l'économie, en tout cas, il fallait y mettre le voile. C'est ainsi que, avant d'accéder à l'indépendance, on n'a pas pu former beaucoup d'économistes. Okay. On n'a pas pu former beaucoup de juristes. Pourquoi? La question était simple. Même si on vous dit que Thomas Kanza a été le premier universitaire congolais, mais vous allez suivre de plus près les études qu'il a faites. On vous dit soit la pédagogie, soit la psychologie. Parce que l'idée, c'était quoi? Si on forme des Congolais en économie, ce qu'ils vont comprendre, n'est-ce pas, à expliquer toutes les théories économiques. Et là, ils vont comprendre aussi l'univers économique. Ils vont découvrir ce que nous sommes en train de cacher. Ça, c'était l'idée, la mentalité des Belges. Et je vais vous dire que même avant la proclamation de l'indépendance, il y a eu des forums. Parce que de toute façon, il fallait négocier sur tout le plan. En ce qui concerne le contentieux économique, en ce qui concerne la date d'indépendance, les modalités et bien d'autres aspects. Mais l'aspect économique n'était pas éludé. Mais là, je m'en vais vous dire qu'on a dû envoyer certains Congolais qui ne comprenaient pas des théories économiques, qui étaient allés là-bas, je crois, ne comprenant pas des théories, le système, le fonctionnement, et je dirais même ne maîtrisant pas les agrégats économiques. Ils sont allés avec leurs connaissances trop limitées et ils ont été blousés. C'est ce qui est, effectivement, plus loin, d'après les informations que nous avons reçues, c'est qu'il y en a qui ont accepté d'annuler même la dette de la Belgique. C'est que la Belge devait aux Congolais, parce qu'en ce moment-là, il n'y avait pas d'économistes aguerris qui pouvaient bien comprendre les méandres. Et il y en a qui se sont permis d'apposer des signatures sur des documents annulant sans le savoir la dette. De la Belgique aujourd'hui, on peut dire, parce qu'il fallait aussi lever les grandes options en ce qui concerne le patrimoine. Ok, la République du Congo, à ce moment-là, va accéder à sa souveraineté tant nationale qu'internationale. Mais comment il fallait décider sur le sort des entreprises, sur le sort des biens, etc. Mais il fallait envoyer des gens aguerris. Ceux qui ont été envoyés pour aller négocier avec les Belges, n'est-ce pas, n'étaient pas du tout à la hauteur. Nous avons connu ces mal-là. Donc, vous allez comprendre qu'effectivement, il y a eu cette indépendance, l'indépendance politique. Nous avons applaudi parce que de toute façon, il fallait que les Belges rentrent, mais il y a une tare, une défectuosité qui nous a accompagnés partout, à tous les niveaux possibles. Le premier élément, le premier handicap, le premier écueil, c'était la non-préparation des Congolais. J'insiste, la non-préparation des Congolais. Donc, on peut dire que l'indépendance était précoce. Ça c'est moi, je le dis très sincèrement. On n'a pas eu le temps de préparer la relève. Sur le plan politique, on peut applaudir. Nous avons salué la bravoure manifestée par Lumumba et ses compagnons de fortune et bien d'autres. N'est-ce pas? Il y a des efforts qui ont été menés par certains évolués, n'est-ce pas, qui voulaient appeler les Congolais à prendre conscience et à pouvoir travailler pour le bien de leur pays. Mais qu'est-ce qu'on nous a laissé? Contrairement à d'autres pays au niveau africain nationaliste. Vous savez, au niveau africain, les pays anglophones ont pris le temps d'envoyer, de préparer des gens, n'est-ce pas? On dit, écoutez, dans tel domaine, on prend tel, il y a des gens. Et c'est ainsi qu'on a constaté qu'en Afrique, les pays, la plupart des pays qui ont été colonisés par l'Angleterre, la Grande-Bretagne, ces pays-là ont connu une certaine évolution. Alors, que cela ne tienne. Après l'indépendance, certainement nationaliste, il fallait lever les grandes options en ce qui concerne la gestion des entreprises du portefeuille de l'État. Okay. Et la plupart des entreprises étaient gérées par les Belges. Par les Belges. Dont le siège se trouvait en Belgique. En Belgique. C'était ça, l'élément clé. Et par une main chanceuse, Mobutu est arrivé au pouvoir dans des conditions que nous connaissons, le 24 novembre 1965, à l'issue d'un coup d'État, après avoir dribblé Kasavubu, parce qu'il fallait
organiser ceci ou cela en termes d'une année de ce que nous avons connu. C'est toujours ici à Kinshasa, à la paroisse, après la messe, quand il a appelé tous les généraux, il en a profité pour procéder au coup d'État. Mais alors, il a pris des choses en main. Sur le plan politique, il fallait doter notre pays d'une constitution. Là, nous devons saluer la constitution du 24 juin 1967, sa copie originale. Ça, c'était l'une des meilleures constitutions. C'est bien beau parce qu'en ce moment-là, il y avait des jeunes. Vous avez Félicien Tshisekedi, vous avez le Liao et bien d'autres qui avaient participé à l'élaboration de cette constitution des 67. Bon, sans oublier aussi la constitution dite de Louabourg, n'est-ce pas? Parce que là, c'est vrai, les gens ont pu travailler, mais c'était une constitution qui n'a pas été appliquée. Mais vers les années 1970, c'est à ce niveau-là que nous avons connu un couac sur le plan purement économique. Mobutu a pris des dispositions pour procéder à la nationalisation. En d'autres termes, la zaïrianisation. Ça veut dire quoi la nationalisation? Pour Mobutu, c'est qu'effectivement, toutes les entreprises dont le siège d'exploitation était ici, mais le siège en Belgique, il fallait procéder au transfèrement des sièges. Et que, certainement, les Congolais soient à la tête. Lui a dit, mais écoutez, quand il a fixé le délai, ça n'a pas tenu. Lui-même, là, il a commis une erreur monstrueuse. Parce que de toute façon, lui-même a commencé à nommer à la tête des entreprises du portefeuille de l'État, bien entendu, des Congolais qui n'avaient pas assez de maturité requise pour arriver à gérer des entreprises du portefeuille de l'État. Écoutez, et la dénomination, c'est ce que nous avons déploré, parce que vous allez me demander aussi de tirer des conclusions, messieurs les journalistes. Laissez-moi vous dire qu'à un certain moment donné, Mobutu a pu nommer des gens à la tête de toutes ces entreprises sur base des critères, pas d'excellence, mais plutôt des critères de médiocrité. Au lieu de tenir compte de la méritocratie, mais qu'est-ce qui a été mis en exergue? C'était quoi? C'était sur base de ce que nous avons appelé des amitiés familiales, des acquaintances familiales. Il y en a qui se sont retrouvés parce que ce sont des beaux-frères du maréchal. Parce que ils ont fait les yeux doux au maréchal, parce qu'il y a eu des demandes par-ci, par-là. Mais non! Il n'y avait pas de critères objectifs. Mais lorsqu'il y a déjà la prédominance ou même la prééminence des critères subjectifs, laissez-moi vous dire, lorsqu'on laisse, on ne reste pas objectif. Même le droit souffre. Il faut être objectif. Alors, il fallait tenir compte de certains critères. Il fallait analyser de manière tatillonne le profil de ceux qui étaient appelés à prendre la tête des entreprises du portefeuille de l'État. C'est vrai, il y avait des bonnes structures au sein de ceci ou cela, il y avait des capitaux, mais il y a eu cette précipitation, le deuxième écueil. Cette précipitation, on a pu nommer, on a procédé à la zaïrianisation, nationalisation, on dit, mais toutes ces entreprises doivent appartenir désormais à l'État congolais. Oui, ce sont les Congolais qui vont les gérer. Et à ce titre, les Congolais eux-mêmes, les Congolais. Est-ce que l'État, comme actionnaire principal, avait-il des moyens pour faire face à toutes les charges de toutes ces entreprises? Et ceux qui devraient être promus, c'est-à-dire être nommés à la tête de toutes ces entreprises, avaient-ils des capacités managériales pour arriver à conduire? Parce qu'actuellement, on parle de la bonne gouvernance. Est-ce que quand les Belges dirigeaient ces entreprises, il y avait des Congolais à des postes de commandement ou de postes... Non, parce qu'en ce moment-là, ça, on laissait. La politique utilisée par le colonisateur, c'était de cacher des réalités. Parce que là, on ne voulait pas beaucoup plus préparer. C'est ainsi que j'ai pu parler de l'impréparation. Okay. Il ne voulait pas à tout prix que les gens soient au courant de ce qui s'est passé. Je m'en vais vous dire, même sur le plan juridique aussi, vous devez savoir qu'on ne voulait pas qu'il y ait des juristes. Parce qu'on voulait garder les gens dans l'obscurantisme, qu'il y ait juste le voile pour qu'ils ne comprennent pas. S'ils comprennent ce que nous faisons, en ce moment-là, ils vont s'opposer. Parce qu'eux-mêmes ne voulaient pas qu'il y ait une espèce d'opposition. Si vous voulez hausser les épaules, directement, on va vous diminuer, on va vous flanquer. Donc, ça veut dire, lorsque, effectivement, nous avons accédé, il y a eu passage de la gestion, n'est-ce pas, des mains des Belges vers les Congolais, en ce moment-là. Non seulement on n'a pas pu préparer, mais il y a eu des mesures qui ont été prises de manière précipitée. Troisième, on a pu nommer
les responsables qui n'étaient pas à la hauteur de leur tâche. Monsieur le journaliste, vous savez, il y en a qui pensent qu'ils sont capables de tout. Nous sommes dans un autre monde, nous sommes dans un autre système. Il y en a qui, au lieu d'apprendre, de découvrir d'autres réalités, qu'ils sachent comment on peut tenir même la comptabilité. Aujourd'hui, vous avez le droit au ADA. Comment créer une société, un établissement, etc. La législation existe, mais les gens sont dans le galélo, ils n'arrivent pas à comprendre ce qu'ils veulent, ils sont eux-mêmes désaxés. Alors, voyez, lorsque on ne veut pas tenir compte des critères objectifs, on reste attaché à la subjectivité, en ce moment-là, tout tombe. Donc, troisième élément, c'est que on n'a pas pu nommer des gens qu'il fallait à la place qu'il fallait. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça que des choses se passent. Donc, des gens imbus de connaissances, pas des matu-vus. Lorsqu'on veut politiser, mais écoutez, là, on n'avait pas besoin de techniciens en la matière. Mais lorsqu'on veut politiser, là où il ne faut même pas politiser, mes journalistes. Aujourd'hui, on prend telle entreprise, on veut confier à telle parce qu'il est un suiviste. Il est un chauviniste. Messieurs les journalistes, mais c'est la même pratique qui continue. Mais nous allons tirer des leçons, messieurs les journalistes. Aujourd'hui, nous sommes en train de patauger dans la boue. Pourquoi? Vous allez comprendre que ça, c'est une maladie congénitale. Ça, c'est une tare. Et nous devons tout faire pour extirper cette tare, messieurs les journalistes. Sur le plan économique, les entreprises qui devraient connaître un boom, les entreprises qui devraient connaître de l'ascension, qui pouvaient être bien gérées pour pouvoir émarger au budget de l'État et même plus loin, contribuer au budget de l'État de manière significative, ces entreprises-là, mes journalistes, lorsqu'elles ont été récupérées par les Congolais, parce que nommées sur base des critères subjectifs, n'ont pas pu faire grand-chose. Laissez-moi vous dire, s'il faut prendre un exemple, vous prenez l'AMIBA. Les études ont même démontré, si je me trompe, que l'AMIBA, peut-être qui est au Kasaï oriental, au stade actuel, faisait vivre, je dis bien, plus de 4000 ménages en Belgique. À elle seule. Je dis bien plus. D'abord, je ne compte pas les travailleurs congolais, mais je compte de la survie, c'est-à-dire ceux qui dépendaient directement de la fonctionnalité de l'AMIBA seul. Plus de 4000, je parle de 4000 ménages. Mais si vous prenez par ménage, nous avons combien de personnes, mes journalistes? C'est affreux. C'est affreux. Ça nous fait très mal au cœur. Je prends seulement cet exemple-là. Alors, il y a eu cette impréparation. On a flanqué des gens sans maturité, sans maîtriser des capacités, n'ayant pas de capacités managériales, ne maîtrisant pas, n'est-ce pas, les règles de bonne gouvernance actuellement, en ce qui concerne la meilleure gestion. Et on les a flanqués là, et ils ont commencé à travailler. Et directement, ils ont, je crois, plus loin, ils ont conduit les entreprises du portefeuille de l'État au cimetière. Au cimetière, j'insiste. Toutes les entreprises ont été conduites, n'est-ce pas, au cimetière. On n'a pas pris de précautions pour pouvoir travailler et remonter la pente, messieurs les journalistes. Alors, avec la zéréanisation, on a pris d'autres mesures. Quand il a vu que ça n'allait pas, tantôt rétrocession, tantôt il fallait, mais sur le plan économique, ça n'allait pas. Donc, nous avons constaté que il y a eu même la SNCC qui était déjà tombée en faillite vers les années 80-85. J'y arrive, monsieur le journaliste. Il y a eu une gestion tâtonnante. Vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites. Vous n'êtes pas certain. Vous tâtonnez, vous y allez à tâtons, mes journalistes. N'est-ce pas? Et même plus loin, il fallait procéder à la privatisation de certaines entreprises. L'une des mesures. On a trouvé, non, il était mieux de pouvoir privatiser ces entreprises. Pour permettre au privé, afin que... Permettre au privé, n'est-ce pas? Gérer d'abord. Gérer, et l'État va... Oui, non seulement pour les entreprises, même certains établissements, même hospitaliers. Parce qu'en ce moment-là, l'État était en faillite. Sur tout le plan. L'État ne disposait pas des moyens. Et le niveau des Congolais en ce moment-là, après l'indépendance, c'était quoi? Messieurs les journalistes, nous avons pu présenter l'image des parents pauvres. Nous avons dégagé une mauvaise odeur parce qu'on ne pouvait pas nous supporter ailleurs. Nous étions un peu en retard par rapport aux autres pays.
Les efforts devraient être conjugués à tous les niveaux, mais ça n'a pas du tout tenu. Mais que dire des richesses? Que dire? Et plusieurs secteurs dans tous les domaines de la vie, parce que de toute façon, je me trompe, nous pouvons arriver à plus de 50 entreprises du portefeuille de l'État, mais dans tout le secteur. Donc, les entreprises du portefeuille de l'État qui interviennent dans le domaine scientifique, domaine économique, domaine social, tout, nous étions des sous-fifres. Et là, nous étions très mal cotés à tous les niveaux. L'État, le budget même de l'État, comment refaire pour remonter? On a tenté de aérianiser, on a tenté de privatiser, ça n'a pas tenu. C'était une manière, on donc, était en train de tâtonner. Oui, les gens ont dit, mais écoutez, que faire? Nous pouvons nous-mêmes redéfinir. C'est ainsi que on a pris des mesures, d'autres mesures, plus récemment d'ailleurs, pour étudier le cas de chaque entreprise. Il fallait procéder à la mutation. Là, c'était en 2008. Oui, 2008, ça. On a mis sur pied. Je me rappelle bien, c'était Janine Maboun, au ministère du portefeuille. Du portefeuille, avec Lems Kamon et bien d'autres experts. On dit, mais écoutez, est-ce que ce travail a été bien fait? Aujourd'hui, nous pouvons nous mettre là, nous regarder les yeux dans les yeux, en ce qui concerne les entreprises du portefeuille. Vous savez, il y a des principes, hein? Il y a des gens qui rêvent tout en étant debout. Lorsque vous voulez gérer une entreprise du portefeuille de l'État, ce n'est pas un bien privé. L'entreprise du portefeuille de l'État répond à un bon nombre de principes. Il ne faut pas aller à contre-courant. Vous devez rester dans ce qui est prescrit. On a tenté cette expérience. On a dit, bon, écoutez, des directions qui peuvent devenir des établissements commerciaux, des tels, on est parti. Vous avez des entreprises, vous avez des établissements, vous avez des sociétés mixtes. Écoutez, tentons cette expérience, quittons, il ne faut pas encore parler des entreprises d'économie mixte. Parlons maintenant des entreprises et des établissements. Vous avez des établissements. Est-ce que ça réussit au stade actuel, monsieur le journaliste? Je m'en vais vous dire, s'il faut prendre, on a même créé d'autres entreprises du portefeuille de l'État. On a même créé des entreprises du portefeuille de l'État. Vous prenez Congo Airways, monsieur le journaliste, il y a combien d'argent là-bas? Mais s'il faut prendre le standard international, parce que vous dites si souvent, mais écoutez, il faut respecter le standard. Vous prenez, pour une compagnie, il ne faut pas dépasser 70 agents. Allez-y, vous allez vérifier. Mais nous sommes à combien? Combien? Plus de 70. Non, monsieur le journaliste, plus de 300. Si on engage plus de 300, alors que le standard, s'il faut nous conformer au standard international, on nous demande d'avoir plus ou moins 70, parce qu'il s'agit d'une compagnie par rapport à cette capacité et la flotte. On est à plus de 300, on est à plus de 400 d'ailleurs. Mais c'est qui font quoi, qui font quoi? Qu'est-ce qu'ils apportent? Vous allez comprendre que des charges sont supérieures aux recettes. Donc l'entreprise est dans l'obligation de supporter. C'est un coût. Qu'est-ce qu'il faut faire, messieurs les journalistes? Vous avez des gens qui ont été engagés sur base des critères subjectifs parce que son grand-père, parce que son grand frère était ministre, son grand frère était tel, il l'a recommandé quelque part, mais celui qui est là à la tête a des mains liées. A des mains liées. Il va, et il y en a qui ont déjà mis beaucoup de temps, maintenant conformément à la législation sociale. Dites-moi, lorsque quelqu'un a déjà mis autant d'années, vous allez les mettre, vous allez les flanquer comme ça? Est-ce qu'il faut mettre la clé sous le paillasson? Ou il faut congédier ces gens-là, monsieur le journaliste? Donc ça veut dire, en d'autres termes, que nous n'avons pas su prendre des précautions. Mais aujourd'hui, on nous demande de faire l'impossible. Mais non, c'est une maladie congénitale. Et aujourd'hui, on veut améliorer petit à petit. Et je crois que si on met du punch, si nous voulons aller de l'avant sur le plan purement économique, s'il faut prendre cet aspect-là des entreprises du portefeuille de l'État, monsieur le journaliste, je crois qu'on pourrait faire quelque chose de très intéressant. Mais je crois qu'il faudrait encore engager des réformes courageuses. Mais alors, la réforme qui consistait à transformer ces entreprises publiques en sociétés commerciales, qu'est-ce que l'État voyait en transformant cela? Qu'est-ce que l'État visait en fait? En transformant les entreprises publiques en sociétés commerciales, qu'est-ce que l'État allait gagner en le faisant? Qu'est-ce qui allait faire que l'économie ou soit l'état financier de l'entreprise puisse augmenter si l'entreprise serait transformée en société commerciale? Mais non, mais si l'entreprise est transformée en
société commerciale, par exemple, en un établissement commercial ou industriel, c'est que là, l'État se comporte comme un privé. Attention. Donc, il se désengage. Il se désengage. Ça s'appelle des engagements. De l'État. Des engagements de l'État. Alors, qu'est-ce qui va se passer? L'État va se comporter comme un commerçant. Un commerçant, oui. Comme au même titre que le privé. Okay. L'État va signer le contrat avec les agents, n'est-ce pas? Et que l'on va considérer à ce moment-là comme les fonctionnaires. On signe le contrat. C'est sur base d'un contrat de travail. Et vous payez aussi sur base de tout cela. Mais ce que je peux vous dire, c'est que malgré toutes ces réformes qui ont été engagées, le rendement est toujours nul. Le rendement est toujours nul. Mais nous encourageons en même temps les efforts qui sont fournis à tous les niveaux. Parmi les réformes, à part la transformation, il y avait aussi la transformation, là, c'était en fait le désengagement de l'État. Au même moment de désengagement, donc il y avait plusieurs paliers. Ça faisait partie des libéralisation des secteurs. Voilà, libéralisation du secteur. Et l'étape, l'une des étapes, c'était le désengagement. L'État devrait se désengager. Et c'est quoi, en d'autres termes? C'est qu'il fallait que l'État se comporte comme un agent, comme un commerçant, au même titre que les autres. C'est-à-dire, l'État va vendre. Ça cesse d'être, comme qui dirait, le bien du domaine public, parce que ça, c'est un peu difficile, n'est-ce pas? L'État se comporte comme un privé, qui doit aussi acheter et revendre, et qui doit aussi engager des bénéfices. Dans tous les secteurs où l'État avait le monopole, oui, on devait libéraliser les secteurs, laisser la chance aussi au privé d'exploiter, ou soit d'œuvrer dans le même secteur. C'était ça. C'est vrai que vous avez beaucoup de secteurs. Vous avez des assurances. Dans le domaine des assurances, on a libéralisé. Vous avez aussi, dans le domaine des cimenteries, on a quand même libéralisé. Plus loin, même dans le domaine de l'eau, même en ce qui concerne l'électricité. Parce que l'État n'était pas en mesure de fournir du courant. Alors, il y avait des particuliers qui ont fourmillé, n'est-ce pas, qui étaient intéressés par ces secteurs-là. Il en est de même avec les assurances. L'État a voulu que les particuliers au-delà de la SONAS, au niveau de la SONAS, qu'il y ait d'autres sociétés qui vont devoir intervenir. J'encourage. Vous avez une concurrence. Des concurrences à ce moment-là qui est et qu'on accepte, n'est-ce pas, que les particuliers viennent aussi. Donc, c'est vrai qu'il y a des secteurs stratégiques, hein, parce que là, on ne peut pas permettre plus loin aux particuliers de fabriquer des armes. Hein. Ça, c'est interdit. Ça, c'est l'État, le monopole de l'État, de la défense. Qu'on ne vous trompe pas. Et la sécurité aussi. Sécurité dans le domaine de l'aviation, vous avez autant d'avions, n'est-ce pas? Même dans le domaine de l'éducation, n'est-ce pas? Vous avez des écoles privées, n'est-ce pas, qui évoluent, agréées par l'État. Donc, mais les transports ferroviaires. Même les transports ferroviaires, jusqu'à présent, n'est-ce pas? Jusqu'à présent. À moins qu'il y ait une loi qui m'aurait échappé, mais je crois que jusqu'à présent, en ce qui concerne le chemin de fer, en tout cas, à ma connaissance, du moins. Mais là, plus loin, ce qui est bon, c'est que par moment, l'État avait accepté la sous-traitance. Hein? Parce qu'il y a déjà une loi qu'on appelle les 3P, n'est-ce pas? Le 3P, partenariat public-privé. Hein? L'État peut créer ces partenariats et travailler. Dans le domaine des transports, vous en avez à Larigot, n'est-ce pas? Mais je vais vous dire que même s'il y a eu libéralisation, même s'il y a eu privatisation, même s'il y a eu des engagements, n'est-ce pas? Ce sont des mesures allant dans le sens de réformer ces secteurs. Nous avons constaté que le rendement est encore nul. Il faudrait, ce qu'il faut, messieurs les journalistes, ce qu'il faut au stade actuel, il faut réorganiser ces secteurs-là. Tous ces secteurs de la vie nationale. Il faut réorganiser. En faisant quoi, par exemple? En faisant quoi, par exemple? Moi, je crois que, vous savez qu'il y a des entreprises qui évoluent en marge de la loi. Il y en a qui fourmillent. Il y en a, n'est-ce pas, qui ont été créés sur base des lois. Mais, effectivement, les responsables, est-ce qu'ils font ce que la loi dit? Donc, il y a des entreprises qui sont créées par des lois. Il y a des entreprises qui étaient déjà dans la Constitution. Oui, déjà dans la Constitution, n'est-ce pas? Mais ce que je veux dire... Par exemple, on peut voir la DGDA, la DGI, c'est déjà prévu par la Constitution. Ça, des directions, tout ça, c'était déjà prévu. Donc, je vais vous dire, avec la libéralisation, c'est-à-dire on permet aussi aux citoyens d'intervenir dans ces domaines-là. Mais ceux qui interviennent dans ces domaines-là, je prends le domaine des assurances, est-ce que les responsables payent régulièrement des taxes et impôts? Dans le domaine minier, mais il y a à boire, à manger. Parce qu'on vous dit, il faudrait à un certain moment donné mettre de l'ordre. Quand moi je parle de la réorganisation, c'est ça. C'est qu'il y en a qui interviennent, mais qui viennent avec encore des magouilles
pour ne pas beaucoup plus se payer des taxes et impôts, même redevances dues à l'État, parce que l'État en a besoin. N'est-ce pas? Donc, il y a des gens qui interviennent dans ces domaines-là, s'il faut parler de ça. Mais il y a d'autres taxes qui échappent. Dieu merci. Parce qu'avec le régime déclaratif que nous avons sur le plan purement fiscal, à un certain moment donné, j'aime la dextérité avec laquelle le ministre des Finances travaille. Je ne viens pas ici faire la publicité de qui que ce soit. Il y a la technique qu'on utilise actuellement, le redressement. Oui, vous avez déclaré. Mais si cela n'est pas conforme, il y a moyen que l'autorité compétente vienne pour faire le contrôle, vérifier si réellement vos déclarations, n'est-ce pas, étaient conformes ou pas. Et si il y a d'autres taxes que vous devriez payer et que vous n'avez pas pu payer, avec la vérification, on vient pour redresser. Comme ça, on vous contraint à verser tout ce qu'il faut faire. Il y a encore plus loin des pratiques nocives, des pratiques pernicieuses en ce qui concerne l'évasion fiscale, monsieur le journaliste, en ce qui concerne les détournements, en ce qui concerne la corruption, en ce qui concerne plus loin la fraude fiscale. Donc, vous allez comprendre qu'on a tenté. Est-ce qu'on a bien... Il y a eu des mesures d'encadrement, même si on a libéralisé, même si on permet aux citoyens aussi d'intervenir dans tous ces domaines. Combien de fois? Même ceux qui sont restés d'ailleurs, je vous coupe pas la parole, maître. D'ailleurs, c'est cette privatisation-là qui est en train de tuer le pays aujourd'hui. Lorsque nous avons vu avec l'ancien régime, il y a plusieurs entreprises qui ont été créées parallèlement aux entreprises publiques et qui ont fait la forte concurrence et qui ont fait même que les entreprises publiques tombent en faillite. Aujourd'hui, la GECAMI ne sait plus encore souffler, ne sait plus encore respirer parce que à Lubumbashi, par exemple, il y a plusieurs entreprises minières qui fonctionnent, qui ont déjà pris des carrés miniers, des sites miniers qui sont exploités là. Et la GECAMI ne sait plus encore fournir les recettes comme elle le faisait dans les temps... Là, c'est une autre paire de manches. Je m'en vais vous dire ceci, monsieur le journaliste. Il y a quelqu'un qui nous a fait réfléchir. Il a dit, mais écoutez, maître, nous avons autant de lois. Et la RDC, ou en RDC, on assiste à ce qu'on appelle inflation législative. Mais la maladie qui nous accompagne partout, c'est quoi? Quel est le paradoxe d'après cet auteur? C'est qu'effectivement, la RDC donne en même temps l'impression d'un désert juridique. Nous avons des cadres, nous avons des lois très bien élaborées, mais qui souffrent, qui s'entortillent, qui se contredisent à un certain moment donné. Et même plus loin, ça c'est pour rejoindre Montesquieu, il parle de ce qu'on appelle l'esprit de la loi. Que dit la loi? Chacun interprète comme quelqu'un qui tire le droit de son côté, monsieur le journaliste. Vous avez parlé, on a privatisé, c'est bien beau, mais pour les autres entreprises qui viennent, est-ce qu'elles se conforment? Est-ce qu'il n'y a pas de magouilles? Est-ce que ces entreprises-là ne créent pas des dispositifs pour échapper au paiement? Il y a un joueur d'ailleurs, une légende de football. Vous avez suivi ce qui s'est passé en Espagne. Plus tard, on a découvert qu'il avait mis sur pied un dispositif pour échapper au paiement de certaines taxes. Et on a découvert ça plus tard. Ça veut dire quoi en d'autres termes? C'est qu'il y a ces entreprises, même si on a libéralisé, qui viennent au Congo, on accepte, qui viennent pour investir au Congo, mais qui ne veulent pas se soumettre à ce que la loi dit à un certain moment donné. En ce qui concerne le paiement de certaines taxes, de certains droits, de certaines redevances, de certains impôts, on peut tout faire pour étouffer. Dès lors qu'il y a cette pratique-là de trafic d'influence, vous appelez, non, nous dépendons de tels, nous dépendons de tels. Attention, non seulement ça, mais nos frères et sœurs congolais, qui sont restés à la tête des entreprises du portefeuille de l'État, ils sont caractérisés par quoi, mes journalistes? N'est-ce pas qu'on a parlé de la corruption? N'est-ce pas qu'on a parlé des détournements? Mais vous avez le rapport de l'IGF, vous avez le rapport des autorités compétentes en la matière. Ce que je peux demander, mes journalistes, c'est que l'indépendance, oui, nous l'avons eu. Sur le plan politique, oui, nous y allons à tâtons. C'était une mauvaise... Nous n'étions pas bien préparés, les Congolais n'étaient pas bien préparés pour pouvoir accéder à l'indépendance et gérer. Pour revenir à ce que vous avez dit tout à l'heure, le ministre des Finances, je pense que ça doit être Nicolas Kazadi, qui avait découvert qu'il y avait des exonérations qui étaient accordées à plusieurs entreprises, qui faisaient échapper à l'État plusieurs milliards de dollars. Je vais vous dire, non seulement ça, il y a eu aussi des tracasseries administratives
plusieurs services qui pouvaient intervenir. Tout ça pour étouffer même ceux qui viennent pour investir dans notre pays. Donc, vous allez comprendre qu'il y a eu un foisonnement, il y a un peu de désordre. Donc, toutes ces pratiques-là pernicieuses ne permettent pas à l'économie congolaise de se dresser. Et aussi les Congolais eux-mêmes. Nous sommes à quel point? Est-ce que nous avons pris conscience que ces pays nous appartiennent? Est-ce que nous avons pris conscience que lorsque nous sommes flanqués tel part, nous devons travailler? Nous ne pouvons pas viser notre propre intérêt, mais plutôt l'intérêt de la nation. Ce qui est plus grave, c'est que les mêmes personnes qui dirigent les entreprises publiques ou les sociétés commerciales qui ont été qui sont sorties de la transformation faite par l'État des entreprises publiques, ces mêmes personnes qui dirigent ces entreprises, qui sont des entreprises déjà déclarées en faillite ou qui sont des canards boiteux, et quand ils créent leurs propres entreprises évoluent. Et donc, on ne sent pas que les gens ont cette affection-là de la société. Ils n'ont pas cet amour-là de travailler pour la Vous avez totalement raison. Il y a un aspect aussi, je dois ajouter. C'est comme qui dirait, je prends juste un exemple pendant des médecins qui est là. Chez l'État, ça n'évolue pas. Ils ne sont là que pour la prédation. Ceux qui voudraient bien se paver dans la bourgeoisie comprador, ils ne voient pas l'intérêt de la République. Mais lorsque vous êtes un responsable, lorsque on vous flanque quelque part, messieurs les journalistes, vous devez d'abord vous comporter en responsable. Vous devez gérer pour le compte de la communauté, de la société. Il ne faut pas, en premier lieu, viser vos propres intérêts. Vous savez, les rapports que nous sommes en train de décrypter, éplucher, les rapports d'émission et bien d'autres, je crois, à mon humble avis, conscientiser les Congolais, les responsables. Il y en a qui jouissent, n'est-ce pas, des soutiens parce qu'ils sont membres d'un tel ou tel autre parti politique. Donc, je crois pour ma part, mes journalistes, pour que l'on parle de cette indépendance en termes d'autonomie économique, je voudrais inviter les Congolais, n'est-ce pas, à prendre conscience. Nous devons œuvrer pour la grandeur de ces pays, ce patrimoine qui nous a été légué par le père de l'indépendance. Nous devons faire de la RDC la locomotive au cœur de l'Afrique, parce que la gâchette, n'est-ce pas, comme François Vano l'avait dit, se trouve au Congo. Mais je crois que pour arriver à ces développements, nous devons nous départir de certaines pratiques qui ont été battues en brèche, de certaines pratiques, n'est-ce pas, nauséabondes au stade actuel, notamment la corruption, le détournement, la fraude, l'évasion fiscale et bien d'autres. Toutes sortes de tracasseries, mes journalistes. Je crois qu'il y a moyen, n'est-ce pas, de mettre l'intérêt congolais, l'intérêt de la nation, n'est-ce pas, au-dessus de l'intérêt privé. Est-ce que pour cela, il faut que les colons belges reviennent au pays? Non, point de besoin. Point de besoin, n'est-ce pas? C'est une question d'éthique. C'est une question aussi de morale. C'est une question aussi de conscience. Nous devons prendre conscience de ce que nous sommes. Si nous disons que la RDC, c'est notre patrimoine, si nous disons qu'effectivement, on me nomme à la tête de cette entreprise, d'une telle entreprise, je dois travailler pour le bien de l'entreprise. Parce qu'il y en a qui viennent, n'est-ce pas, qui ne viennent que pour leurs propres intérêts et qui ne voient pas l'intérêt de la République, n'est-ce pas? Alors, si on vous flanque là avec une mission bien déterminée, et puis, plus loin, je veux demander, n'est-ce pas, aux décideurs, d'éviter de nommer des gens au prorata de leur poids politique. Tout à fait. Mais ça, non, c'est aussi il ne faut pas considérer les entreprises du portefeuille de l'État. D'ailleurs, moi, je suis pour le concours en ce qui concerne le recrutement. Même si on peut nommer sur titre, il n'y a pas de problème. C'est ce qui est prévu, n'est-ce pas, dans les normes. On ne peut pas exclure cet aspect-là. Mais beaucoup plus les concours, comme cela se passe déjà, il faut déjà prendre cette habitude plutôt que permettre aux gens, aux responsables des partis politiques de faire des recommandations parce que vous avez des gens qui ont pu militer au sein de votre parti politique et vous allez vous partager le gâteau. Non, je crois que de telles pratiques doivent cesser. S'il faut vraiment redresser l'entreprise, s'il faut améliorer, s'il faut permettre aux entreprises du portefeuille de l'État d'aller de... Actuellement d'ailleurs, avec la digitalisation, comme j'ai bien suivi, je crois pour ma part, nous devons être pragmatiques. Comme on a déjà commencé au niveau de l'ex-Onatra. C'est bien beau de mettre le vieux, ceux qui ont déjà atteint l'âge, n'est-ce pas? Que ces gens-là soient éligibles à la retraite, qu'ils partent, n'est-ce pas? C'est bien beau qu'on puisse rajeunir les entreprises du portefeuille, mais que les jeunes aussi ne restent pas encore dans ces profonds sommets, dans l'inaction. C'est le temps pour eux de pouvoir étudier comme il se doit, de s'auto-former pour qu'ils prennent la relève. Dès lors que les jeunes sont toujours sur les réseaux sociaux, ils font des graffitis, ils utilisent abusivement des téléphones, des moyens de communication. Il y a des
des offres d'emploi, telle part sur tel média, et bien d'autres, au lieu de suivre et de se préparer en connaissance des causes, il y en a qui sont dans la distraction. Donc, je voudrais encourager en même temps le jeune, n'est-ce pas, à quitter la distraction pour qu'il s'intéresse à l'essentiel, qu'il travaille, qu'il sache qu'effectivement, ce sont eux qui constituent l'avenir du pays. J'insiste, l'avenir du pays. Et en même temps, je vais demander aux décideurs de se départir des pratiques, de considérer les entreprises du portefeuille de l'État comme des gâteaux qui doivent se partager. Parce que là, il faudrait prendre ceux qui ont pu militer, même s'ils n'ont pas le profil qui est requis. Non, il ne faut pas le faire. À un certain moment donné, c'est mieux de mettre des critères objectifs. On travaille objectivement et le recrutement se réalise en toute transparence pour placer chacun là où il faut. À ce moment-là, on va remonter la pente. Merci beaucoup, Maître Vincent Kayembe. Merci d'avoir participé dans cette émission. Bosso l'économie pour ce soir, c'est terminé. Maître Vincent, nous vous disons merci. Merci. Je voudrais faire un coup d'œil à nos téléspectateurs du CASA Central. Vous savez, en tant que coordonnateur provincial de la Commission nationale des droits de l'homme, je voudrais dire à ceux-là de pouvoir travailler. Je voudrais en profiter pour saluer aussi son Excellence John Kabeya, l'actuel gouverneur, le gouvernement, les autres membres des institutions, les services de l'État. Je voudrais leur demander de pouvoir travailler main dans l'unité, la cohésion, la réconciliation pour remonter la pente. La province est encore au bas de l'échelle. Il faudrait un travail harassant, titanesque, pour pouvoir relever, n'est-ce pas, l'économie de notre province. Et pour la République, je voudrais aussi encourager les responsables à tous les niveaux pour que nous puissions travailler main dans la main. En ce moment-là, nous allons changer de physionomie et là, nous allons dégager le parfum de bonne odeur. Merci beaucoup, Maître Vincent. Mesdames et messieurs, c'est terminé pour ce soir. Bosso l'économie, votre magazine qui vous a transmis cette actualité ou cette analyse sur l'après-indépendance sur le plan économique. Nous en avons parlé ici avec Maître Vincent Kayembe. Vous étiez nombreux à nous suivre partout où vous êtes. Nous sommes de cœur avec